Ok, on commence ici. Salut tout le monde. Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, c'est Bouli Inès. Je suis d'origine camerounaise et j'ai été invitée à ce projet qui consistait à découvrir ensemble les différents objets que le roi de Rakonidi a emportés lors de ses multiples voyages. Alors, nous commençons comme ça déjà par la représentation parfaite du palais de Rakonidi. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez à l'entrée du palais, nous avons une espèce d'animal semblable à la souris, mais en fait c'est un rat. Généralement, ces rats sont une espèce d'animal connue en Afrique du Centre, je dirais plus précisément même au Cameroun. Ce sont des animaux beaucoup chassés à cause de la qualité de sa viande. Et c'est un animal, je dirais, plutôt très conservateur. Comme vous le constatez, il prend la direction du palais, ça veut dire qu'il veut s'introduire dans le palais. En Afrique, je vais un peu vous détailler la vie de cet animal. En Afrique, cet animal a l'habitude d'entrer dans les habitats où il peut ramasser n'importe quel objet, que ce soit des vivres, que ce soit des billets d'argent, et qu'il va conserver dans son trou. Et ces billets d'argent, il ne les mange pas, il ne ronge pas dessus. Il les dispose de façon à faire souvent son lit sur lequel il se couche. Et les vivres qu'il emporte dans les habitats, il les conserve. D'où vous avez constaté que au-dessus de son dos, elle est ouverte. C'est une ouverture de façon à pouvoir faire une caisse de monnaie. Justement parce que cette espèce d'animal, une fois qu'il a amassé les billets d'argent dans les habitats et qu'il les a emportés dans son trou, il ne les mange pas. Il va les conserver aussi longtemps. Il va juste se coucher dessus. Et c'est lors des multiples chasses des chasseurs, lorsqu'ils tombent sur des trous de cette espèce, ces rats, en creusant leur trou, leur habitat, ils vont donc découvrir ces billets de banque que cet animal a longtemps conservé dans son trou. Alors les artisans ont pensé qu'il est le meilleur animal économique. Donc vous voyez cette ouverture, vous voyez cette sculpture sculptée comme une caisse de monnaie. Et le fait qu'il entre dans le palais royal signifie que une façon de donner, de motiver le roi à faire plus d'économies, à épargner davantage. Après, nous avons ce cadeau du roi qui a été emporté de l'Égypte. Je pense que c'est quand il visitait l'Égypte. Et comme vous le constatez, nous voyons une lettre et en dessous un petit document. Et ces feuilles qu'on a utilisées s'appellent les feuilles de la liberté. Et l'écriture, elle est en arabe. C'était un objet qui représentait, en fait, un objet semblable à un permis de séjour qui donnait autorisation au roi de rester sur le territoire égyptien. Donc, après son séjour, il lui a été remis comme un cadeau qu'il a ramené en Italie. Alors, ici, nous avons un fouet qui a été longtemps utilisé dans l'élevage des chevaux, ou des vaches ou des ânes. C'était des fouets qu'on utilisait, qu'on frappait sur les animaux lorsqu'on voulait peut-être les demander d'avancer plus rapidement, ou bien lorsqu'on voulait les demander de bouger. Bref, ces fouets, au temps antique, avant la colonisation, étaient utilisés de la sorte sur les animaux. Mais lorsque la colonisation est venue et qu'il y a eu l'esclavage dans les différents pays conquérants, alors ces fouets se sont retournés contre les humains. En fait, ils n'étaient plus seulement utilisés pour les animaux, mais ils étaient également utilisés contre les humains qui avaient été vendus comme des esclaves et qui se rébellaient à la volonté de leurs coloniaux.
Donc, du coup, de la même façon qu'on frappait sur les chevaux avec ce fouet, c'était de la même façon qu'on frappait sur le dos des humains. Donc, vous pouvez constater cette image. Vous pouvez voir que sur le dos, c'est la représentation parfaite d'un être humain. Et vous pouvez voir qu'après les multiples coups de fouet sur son dos, vous avez des traces de plaies sur son dos. Et ça, un peu l'histoire, Et là c'est une petite histoire un peu racontée, comme je disais, de cet esclavage. Ça veut dire que les hommes noirs qui avaient été d'une manière échangés par leur roi, par leur leader avec ces hommes coloniaux, et étaient donc amenés de force, et ceux qui résistaient étaient donc frappés par ce fouet. Nous avons plusieurs types d'objets, et chacun représentant une culture, chacun représentant un continent. Nous les avons regroupés ensemble parce qu'elles parlent de la culture, c'est une diversité culturelle. Ici, vous pouvez le regarder. À la première, vous pouvez penser que c'est une pirogue, c'est pas quelque chose peut-être qu'on utilise pour la chasse, pour la pêche, mais non, c'était une espèce de sac que les demoiselles mettaient sur elles pour se parer, pour porter leurs bijoux, leurs monnaies. C'était une espèce de sac à l'époque. Ici, c'est un tambour. Comme vous pouvez le voir, le tambour, généralement, à l'époque antique, c'était pour annoncer un événement, peut-être c'était pour les festivités, etc. Ici, vous avez un encensoir très pratique pour brûler de l'encens. Comment ça s'utilise? Il suffit juste de mettre des brasiers de charbon et puis fermer l'encensoir. Faire tourner l'encensoir avec des mouvements rotatoires, avec un gilet juste attaché au-dessus de son couvert. Une fois que ces brasiers ont bien pris feu, c'est-à-dire ils sont ardemment brûlantes, et on versait donc les différents types d'encens selon le pourquoi ou bien selon le but attendu. Parfois c'était pour purifier les maisons, parfois c'était pour chasser les démons. Alors on versait l'encens sur ces brasiers ardents et on refermait, et la fumée pouvait donc ressortir un peu partout sur tous ces petits ouvertures que vous voyez. Ici, sur cette table, nous avons la représentation parfaite de la nature. Quand on parle de la nature, on voit les animaux, on voit la végétation. C'est là que vous constatez que sur cette table, nous avons la représentation d'un éléphant. L'éléphant, c'est des diverses cultures, divers pays. Vous allez trouver des éléphants en Asie, vous allez trouver les éléphants en Afrique, etc. Et là, vous constatez une petite histoire brève d'un éléphant. Et au-dessus de sa trompe, il a projeté un homme. Cela résulte parfois des mauvais souvenirs que l'éléphant a conservés. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je prends l'exemple, par exemple, des chasseurs qui vont dans les forêts pour chasser les éléphants à cause de leurs ivoires. Et très généralement, parfois, quand ils n'ont pas réussi, ou bien quand ils ont blessé ces derniers, mais n'ont pas pu les tuer, et que ces derniers se sont enfuis, alors ces éléphants mémorisent le visage, ou bien mémorisent la personne qui les a causé du tort, et peu importe le temps, peu importe le nombre d'années, le jour qu'ils tombent sur cette personne, ces souvenirs reviennent et ils se vengent. C'est pour cela que vous voyez cette représentation. Mais c'est le roi. Ah bon? Ça, c'est le roi, non? Bah, je pense que le roi il a dû faire des bêtises. C'est une anecdote. Ok. C'est très beau. Il y a aussi des autres histoires. D'éléphants, de la famille, de sa famille. Oui, oui, il y a autant d'histoires, des histoires comme peut-être un éléphanteau qui a vu
ses parents mourir. Lorsqu'il grandit avec cette mauvaise nostalgie. Et puis, comme je disais, les éléphants sont des animaux rancuniers qui n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Et ici, nous avons la représentation d'une culture de la pastèque. Comme vous le voyez sur le dessin, je pense que c'est plus explicite. Ce couvert en bas représente le sol sur lequel, lorsque les pastèques commencent à donner leurs fruits, et puis elles se reposent habituellement comme ça sur le sol. Et c'est ça qu'on a représenté là en dessin. Vous allez aussi voir que son feuillage est de bonne qualité. Vous allez voir que ses rejetons aussi sont de très bonne qualité. Cela signifie tout simplement que la terre sur laquelle cette culture est pratiquée est une terre fertile, est une terre propice pour cette culture. Et je pense que c'est cette région ou bien cet environnement qui pratique cette culture lui a donc valu ces symboles pour la représenter parfaitement et la mettre davantage en valeur. Là, nous avons quelques âmes blanches qui avaient été remis au roi en symbole de cadeau. Et comme vous pouvez le constater, je pense que ça c'est un porte-couteau qu'on a eu à fabriquer avec les cornes de la reine. Vous allez voir les sculptures, la sculpture même de la reine. Je pense que c'est l'une de ces cornes qu'on a sculptée. On a sculpté pour faire un porte-couteau. Et vous allez aussi voir la manche de ce couteau. Je pense que ça a été toujours fait avec la corne de la reine. Donc c'est purement vraiment authentique. Pareillement, ce qui est intéressant, c'est le porte-couteau également qui est d'une texture vraiment très originale. Derrière, vous pouvez constater que la matière est en peau d'animal. Derrière, la matière est en peau d'animal. Et également la manche de ce couteau, je pense que c'est la corne de cet animal, dont j'ignore le nom. Ici, nous avons une lance. Nous avons une lance qui avait toujours été un cadeau du roi, un cadeau qu'il a ramené. Et généralement, les lances, ce sont des objets utilisés par des tribus indigènes, des tribus qui vivent principalement dans les forêts. Et avec le temps, elle a commencé à être utilisée pour se défendre parce qu'au départ, ce sont des objets que ces indigènes fabriquaient pour subvenir à leurs besoins en pratiquant la chasse, bien évidemment, et également en se protégeant de l'attaque de ces animaux dans les huttes, dans leurs tentes, dans la forêt. Mais lorsque ils se sont sentis agressés, par exemple, contre l'adversité ou bien contre les coloniaux, ça servit également d'arme blanche pour la guerre, pour se défendre. Et là, c'est une représentation des flèches. Nous avons conservé les originaux, mais qui seront très vite exposés dans le musée. C'est une représentation des flèches également qui ont été utilisées par des tribus indigènes. Oui, toujours des flèches qui servaient à la chasse et plus tard qui ont servi aussi comme arme de défense à la guerre. Et là, j'oubliais, nous avons la représentation d'un bois sculpté. L'original a été gardé, mais elle sera très vite exposé dans le musée. C'est la représentation d'un bois sculpté. Au visuel, c'est un objet banal, mais qui était très nécessaire et qui continue même à être nécessaire de nos jours par les agriculteurs. Parce que à l'époque, et même
dans cette période. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas les moyens de se payer des tracteurs ou bien des machines pour désherber les champs. Alors, ils se servaient de ces manchettes, comme je peux l'appeler, ils se servaient de ces manchettes. Lorsqu'ils devaient débroussailler le champ, ils se servaient de ces manchettes qu'ils tenaient habituellement à la main gauche, si ceux-ci étaient droitiers, ou à la main droite, si ceux-ci étaient gauchers. Et de l'autre main, ils tenaient une machette. Donc, cette manchette, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert à accrocher l'herbe depuis sa racine pour faciliter que le planteur ou bien le cultivateur vienne la tailler. Donc, cette manchette accroche l'herbe en grande quantité et la machette suit le mouvement pour la couper depuis sa racine.